sans plus tarder, donc nous allons voir le théorème de valeur intermédiaire. Il y a deux théorèmes. Le théorème 1, c'est le théorème général. Nous allons voir le théorème 2 et on va voir la différence entre les deux. Donc, le théorème 1, donc si f est continu sur AB fermé, c'est-à-dire l'intervalle ici est fermé, ou bien sur un intervalle AB ouvert, et lambda un réel compris entre f de A et f de B, c'est-à-dire que lambda appartient à l'image de l'intervalle AB, ou entre quoi la limite de f de logique tend vers A plus et la limite de f de logique tend vers B moins s'il s'agit de l'intervalle ouvert, alors il existe au moins, on le symbolise comme ça, alors il existe au moins un réel x0 appartenant à AB ou AB ouvert, tel que l'équation f de x0 égale à lambda. Ça signifie que x0 est solution de l'équation f de x égale à lambda. Donc, vous voyez, le théorème de valeur intermédiaire est très important. Ça vous facilite la vie. OK, donc, je reviens, on répète. Donc, le théorème 1, c'est le théorème général. Si f est continu sur AB fermé, ou bien sur un intervalle AB ouvert, et lambda un réel compris entre f de A et f de B, ou entre la limite de f de logique tend vers A plus et la limite de f de logique tend vers B moins. Pourquoi A plus? Parce que vous voyez ici que A est défini à droite et n'est pas défini à gauche. Donc, on parle de A plus et B est défini à gauche, mais n'est pas défini à droite. Donc, ici, c'est au voisinage de quoi? De B moins. On parle, ici, c'est à gauche de B, et là, on parle de quoi? Au voisinage de A plus, parce que ici, on est à droite. OK? Donc, ici, alors, il existe au moins un réel x0 appartenant à AB fermé ou bien AB ouvert, tel que l'équation f de x0 égale à lambda. Donc, voici le théorème des valeurs intermédiaires. Ce qui est important ici, c'est quoi? La continuité de f est primordiale. Sans continuité de f, on ne peut pas parler de théorème des valeurs intermédiaires. Il faut bien retenir cela. OK. Donc, nous allons voir l'illustration graphique. Donc, ici, si vous prenez, par exemple, ici, nous avons un repère orthonormé. Donc, voici l'axe des abscisses et voici l'axe des ordonnées. Donc, ici, si nous prenons l'intervalle AB, donc, vous voyez en rouge est représenté quoi? La représentation graphique de la fonction dans l'intervalle AB. Et cette représentation graphique de la fonction dans l'intervalle AB est tracée sans lever le crayon. Donc, on le trace sans lever le crayon. Cela traduit que quoi? Que f est continu sur AB. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de rupture sur cet intervalle-là quand on trace la courbe. Donc, on trace la courbe sans lever le crayon. Donc, voici AB. Donc, AB. Donc, l'image de AB, c'est quoi? C'est f de A. Et l'image de quoi? De B, c'est quoi? C'est f de B. Donc, voici l'intervalle image de quoi? De A à B. Donc, f de AB, c'est quoi? C'est égal à f de A, f de B. Donc, ça peut changer selon la configuration de la fonction. Donc, mais ce qu'on peut retenir, ce qui est important ici, dans cet intervalle AB, vous voyez que la fonction est continue. OK? Maintenant, si la fonction est continue, on va regarder, on va prendre un élément dans l'image de l'intervalle. Par exemple, voici l'image de l'intervalle, c'est f de A, f de B. Donc, par exemple, si lambda se trouve ici, par exemple, que j'ai appelé ici lambda 1, si nous traçons la droite d'équation qui passe par lambda 1, vous allez remarquer quoi? Que la droite d'équation qui passe par lambda 1, y égale à lambda 1, coupe la courbe une fois, deux fois, trois fois. Cela veut dire ici que, quoi? Que l'équation f de x égale à lambda 1 admet combien de solutions? Ici, dans l'intervalle AB, admet quoi? Trois solutions. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a au moins une solution. Ça renvoie à cela, au moins une. Ça peut être 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Ça dépend de la nature de la fonction. Et si lambda se trouve ici, on est toujours dans l'image de l'intervalle. Quand on trace la droite d'équation y égale à lambda 2, vous allez remarquer que quoi? Que la droite d'équation y égale à lambda 2 coupe la courbe en deux endroits, ici et là. Donc, on peut dire ici que par là, c'est quoi? L'équation f de x égale à lambda 2 admet deux solutions dans l'intervalle quoi? Dans l'intervalle AB. Donc, si lambda se trouve ici, si vous tracez la droite d'équation égale à lambda 3, que j'ai appelé lambda 3, vous allez remarquer quoi? Que cette droite-là coupe la courbe dans l'intervalle AB en un seul endroit. On dit donc que l'équation f de x égale à lambda 3 admet une unique solution. De manière générale, nous remarquons ici que quoi? Que si f est continu, regardez, si f est continu sur l'intervalle quoi? Si f est continu sur l'intervalle AB, alors, quel que soit lambda que vous prenez dans l'intervalle d'image, l'équation f de x égale à lambda admet au moins une solution. Mais on ne sait pas est-ce que c'est 2 solutions, 3 solutions, 4 solutions ou 5 solutions. Donc, raison pour laquelle le théorème 2 va être très important pour assurer quoi? L'existence et l'unicité de la solution. Donc, théorème 2. Donc, le théorème 2, appelé aussi théorème d'existence et d'unicité d'une solution. Tout à l'heure, on sait que quoi? Que dès que la fonction est continue, alors n'importe quel élément que vous prenez dans l'intervalle image, cet élément-là admet au moins une solution.
Maintenant, on ne sait pas si cette solution-là est unique ou pas. D'où ce théorème-là, le théorème 2 des valeurs intermédiaires, existence et l'unicité d'une solution appelée aussi corollaire de TBI. Maintenant, regardons la différence. Ici, si f est continu et est strictement monotone, vous voyez clairement ici que la différence est que la fonction doit être comment? Strictement monotone sur AB fermé ou bien AB ouvert comme tout à l'heure. Et lambda un réel compris entre f de A et f de B ou entre la limite de f de logique tend vers A plus et que la limite de f de logique tend vers B moins. Alors il existe un unique réel x0 appartenant à AB fermé ou bien AB ouvert selon le cas, tel que f de x0 égale à lambda. Donc, c'est-à-dire que cette solution x0-là est unique. Par contre, tout à l'heure, on ne savait pas si cette solution-là est unique. Ça peut avoir une solution, deux solutions ou bien plusieurs solutions. Mais dès que la fonction est continue, c'est-à-dire strictement monotone, donc l'équation f de x égale à y admet une unique solution appartenant à l'intervalle AB fermé ou bien AB ouvert selon le cas. Donc, voyons l'illustration. Regardez ici. Voyez la différence. Ici j'ai pris une fonction qui est comment? Qui est continue et strictement croissante. Croissante, c'est quoi? Ça signifie qu'on a une seule monotomie. Quand on dit monotomie, c'est quoi? Monotomie, ça veut être croissante ou bien décroissante. Maintenant, ce soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. Donc, ici, j'ai pris l'exemple d'une fonction qui est croissante. Donc, j'ai pris l'intervalle AB dans cette fonction-là. Vous voyez que dans l'intervalle AB, voici la représentation graphique de la fonction. Et dans cette partie-là, la fonction, elle est croissante. Donc, et l'image de quoi? De A, c'est f de A. Et l'image de B, ça, c'est quoi? C'est égal à f de B. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Faisons ce qu'on a fait tout à l'heure, par exemple. Ici, si lambda, par exemple, se trouve ici. Vous voyez, quand vous tracez la droite d'équation y égale à lambda 1, vous coupez la courbe en un seul endroit. Donc, ça signifie que l'équation, c'est-à-dire que quoi? Que l'équation f de x égale à lambda 1 admet une unique solution. Et idem ici, si vous tracez la droite d'équation qui passe par lambda 2, dans cet endroit-là, on a toujours quoi? Une unique solution. De la même manière ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On peut dire que quoi? Que si f est continu sur AB, est strictement croissante. Alors, quel que soit lambda qu'on prend dans l'intervalle f de A, f de B, l'équation f de x égale à lambda admet une unique solution. Donc, cette deuxième théorème-là assure l'existence et l'unicité de la solution, d'où la différence entre les deux. Donc, si vous avez compris cela, nous allons passer à un exercice d'application. On va voir l'énoncé de l'exercice, mais avant cela, donc, je tiens à vous dire que quoi? Dire qu'une fonction f est strictement monotone, ça veut dire qu'elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Voici l'énoncé de l'exercice pour appliquer quoi? Le théorème des valeurs intermédiaires. Exemple, soit f de x égale à moins x au cube plus 3x plus 5. Question. Déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 0. Vous remarquez ici que dans l'exemple de tout à l'heure, donc lambda ici égale à 0. Donc, c'est un cas particulier. De dire que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha et que cette solution alpha-là est entre quoi? 2 et 3. Donc, ce sont des questions très classiques que vous retrouvez souvent dans les exercices. OK? Donc, nous allons voir la correction de cet exercice d'application. OK. Résolution. Donc, on rappelle f de x égale à quoi? Moins x au cube plus 3x plus 5. Ici, d de f, c'est égal à quoi? C'est égal à r. Donc, ici, je tiens à vous rappeler que beaucoup d'élèves, si on avait demandé de déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale à moins x au cube plus 3x plus 5 égale à 0, il allait essayer de calculer delta. Il ne se rend même pas compte ici que nous avons un polynôme de degré 3, on ne peut pas chercher delta. Et certains aussi essayent de quoi? De chercher une racine évidente, or que dans certaines questions, vous n'allez jamais trouver une racine évidente. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligé de passer par quoi? Par le théorème des valeurs intermédiaires. Retenez bien cela avant de commettre cette erreur-là. OK, donc on a la question numéro 1, f de x égale à moins x au cube plus 3x plus 5, b de f égale à r. Nous savons que la fonction qui a tout x associé moins x au cube plus 3x plus 5 est dérivable sur r, car c'est une fonction polynôme. Et on peut chercher la dérivée f' de x. F' de x, on sait que ici, dérivée de moins x au cube, ça va donner moins 3x au carré. Et dérivée de 3x égale à quoi? Égale à 3. Et dérivée de 5, c'est quoi? C'est égal à 0. Ce qui donne quoi? Que f' de x égale à moins 3x au carré plus 3. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Ce sont les variations de la fonction. On sait que pour chercher les variations d'une fonction, il faut connaître le signe de la dérivée. Raison pour laquelle on va étudier quoi? Donc, on a dit étudions le sens de variation de f. Pour ce faire, donc, on va étudier le signe de la dérivée. Donc, puisque la dérivée,
c'est quoi? C'est moins 3 au carré plus 3. C'est une fonction polynôme. Donc, on peut poser que f' de x égale à 0. Dire que f' de x égale à 0, ça veut dire que moins 3 au carré plus 3 égale à 0. Ça veut dire que x au carré égale à 1. Donc, x égale à 1 ou x égale à moins 1. Ça, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, vous savez ça. OK? Maintenant, on va, à partir de là, donc, on peut établir le tableau de variation de la fonction. OK? Tableau de variation. Donc, ici, on a deux valeurs. Donc, ça veut dire ici, vraiment que quoi, que f' de x est annulé par quoi? Par 1 et moins 1. Raison pour laquelle on met ici les valeurs. On a x, ça fait moins l'infini. On a moins 1 et 1. Ici, donc, on a f' de x, c'est le signe de a à l'extérieur des racines et le signe contraire de a à l'intérieur des racines. Maintenant, pourquoi ici moins et là moins et ici plus? Si vous regardez bien le signe de a, c'est combien? C'est égal à quoi? C'est égal à, au départ, c'est moins 3. Moins 3 est comment? Est négatif, raison pour laquelle on dit c'est le signe de a à l'extérieur des racines et le signe contraire de a à l'intérieur des racines. Revoir la leçon en classe de seconde. OK, maintenant, on va maintenant chercher quoi? Les limites aux bornes. Ici, nous avons moins l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite de moins x au cube lorsque x tend vers moins l'infini, car f est une fonction polynôme. Pour chercher la limite d'une fonction polynôme au voisinage de moins l'infini, on prend la limite du monome du plus haut degré. Or, ici, le monome du plus haut degré, c'est quoi? De la fonction f, c'est quoi? C'est moins x au cube. Donc, raison pour laquelle on a mis ici quoi? Limite de moins x au cube. Or, on sait que limite de moins x au cube, quand x tend vers moins l'infini, ça va donner quoi? Plus l'infini, car x au cube, ça va tendre vers moins l'infini, et le moins devant ici, moins, ça fait quoi? Plus l'infini. Donc, de même que la limite f de lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de moins x au cube, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. Attention, cette propriété-là n'est valable qu'au voisinage de quoi? De l'infini. En dehors, si c'est un réel, on remplace x par le réel dans l'expression, on regarde ce qui se passe. Donc, c'est tout juste une parenthèse. Maintenant, on a cherché la limite en plus l'infini. On a cherché la limite. Là, on a cherché la limite, tant pour moi, en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Maintenant, on va chercher quoi? On va chercher tout simplement l'image de ces valeurs-là, moins 1 et 1. Donc, on a ici f de moins 1. Si on remplace moins 1 dans l'expression, on aura quoi? Moins facteur de moins 1 au cube plus 3 fois moins 1 plus 5, ça c'est égal à quoi? 3 après le calcul. Et f de 1, ça va donner moins facteur de 1 au cube plus 3 fois 1 plus 5 qui est égal à 7. Donc, c'est ça qu'on a remplacé ici. Et ici, on a 3 et 7. Donc, ainsi, on obtient ce tableau de variation là. Si nous essayons de lire le tableau de variation, ça veut dire sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f' est négatif, donc la fonction elle est décroissante. Sur l'intervalle moins 1 et 1, f' est comment? Est positif, donc la fonction est croissante. Et si vous êtes dans l'intervalle moins l'infini 1, le point d'abscisse x0 égale à moins 1 est un minimum pour la fonction, car ici, la dérivée s'annule et change de signe. Donc, ça, c'est ça que nous appelons encore les extrémums. Donc, les extrémums, ce soit un minimum ou bien un maximum. C'était tout juste une parenthèse. Donc, on va pouvoir continuer parce que ici, la dérivée s'annule et change de signe. Maintenant, si nous sommes dans l'intervalle 1 plus l'infini, vous allez remarquer ici que quoi? Que la dérivée est négative, donc la fonction elle est décroissante. Et ici, au point d'abscisse, quoi? Au point d'abscisse 1, on a un maximum. Pourquoi? Car dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, vous remarquez ici que quoi? Que la dérivée s'annule en 1 et change de signe. Donc, vous voyez ici, donc ça s'annule et change de signe, et donc ici, nous avons quoi? Un maximum. Donc, de manière générale, donc, ce point-là et ce point-là, on les appelle quoi? Des extrémums. C'est tout juste une parenthèse pour pouvoir avancer. Maintenant, on a le tableau de variation de la fonction. Maintenant, on va pouvoir répondre à la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f est continue et est strictement décroissante. On va regarder ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f est quoi? Est continue. Ouais, f est continue et est strictement décroissante. Donc, f est continue et strictement décroissante. Donc, elle réalise une bisection de moins l'infini 0 sur f de moins l'infini 0 qui est égal à 3 plus l'infini. Donc, c'est le théorème de la d'existence d'une bisection. Donc, vous avez déjà vu ça avec vos profs en classe. Donc, elle réalise une bisection de moins l'infini 0 sur f de moins l'infini 0 qui est égal à 3 plus l'infini. Pourquoi l'image de l'intervalle moins l'infini 0 est égale à 3 plus l'infini? Regardons. Voyez ici, si on est dans moins l'infini moins 1, voici l'image de l'intervalle. Quelles sont les valeurs qu'on a? On a ici 3, on a plus l'infini. Puisque la fonction elle est décroissante, on inverse les bornes. Donc, vous voyez, les bornes sont inversées. Donc, ici, on a quoi? 3 plus l'infini. Donc, on part de là parce que la fonction, elle est décroissante. OK? Donc, on a ici quoi? F de moins l'infini 0 égale à 3 plus l'infini.
Or, 0 n'appartient pas à l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire qu'on a vu tout à l'heure, donc l'équation fx égale à 0 n'admet pas de solution sur moins l'infini moins 1. Pourquoi? Car 0 n'appartient pas à 3 plus l'infini. Ici, lambda égale à 0 n'appartient pas à 3 plus l'infini. Donc, on ne peut pas parler. Donc, l'équation fx égale à 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, ça, c'est... Donc, ici, dans cet intervalle-là, moins l'infini moins 1, on n'a pas de solution. Maintenant, on va regarder dans les autres intervalles. Maintenant, deuxième intervalle, sur l'intervalle moins 1 et 1, f est continue et strictement croissante. On va regarder ça. Sur l'intervalle moins 1, 1, vous voyez que f est continue et strictement croissante. Donc, elle réalise une bisection de moins 1, 1 vers quoi? 3 et 7. De moins 1, 1 vers 3 et 7. Et mais si vous remarquez quoi? Entre l'intervalle 3 et 7, il n'y a pas 0. Donc, l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution dans cet intervalle-là, normalement. Donc, on va regarder ça qu'on a réalisé ici. Sur l'intervalle moins 1, 1, f est continue et strictement croissante. Donc, elle est bisective de moins 1, 1 vers f de moins 1, 1 qui est égal à 3, 7. Or, 0 n'appartient pas à 3, 7. Donc, l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution aussi sur moins 1 et 1. Donc, on voit que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on n'a pas de solution. Sur l'intervalle moins 1 et 1, on n'a pas aussi de solution. Donc, on va continuer. Il nous reste quoi? Le troisième intervalle pour traverser R. Donc, on a 1 plus l'infini. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, vous remarquez que la fonction est continue et strictement décroissante. Donc, elle est bisective de quoi? De 1 plus l'infini vers quoi? Vers moins l'infini. Elle est décroissante de 1 plus l'infini vers quoi? Ici, vers moins l'infini. Attention, ici, c'est moins l'infini. Hein? Donc, c'est mal écrit, quoi. Mais ici, la limite, c'est quoi? La limite, c'est moins l'infini. Ça y est là. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à quoi? Égale à moins l'infini. Donc, ici, c'est moins l'infini. Donc, sur l'intervalle 1 plus l'infini, f est continue et strictement décroissante. Donc, elle est bisective de 1 plus l'infini vers quoi? Vers moins l'infini 7, car la fonction est décroissante. On inverse les bornes. OK? Et si vous remarquez, entre moins l'infini 7, il y a 0. Entre moins l'infini 7, il y a 0. Parce que dans l'intervalle moins l'infini 7, on traverse 0. Donc, on peut dire, puisqu'on traverse 0 ici, il existe un lambda. Il existe quoi? Un x0 appartenant à 1 plus l'infini, tel que l'équation f de x0 égale à 0 admet une unique solution. Donc, c'est ça qu'on va essayer de voir. On va voir la rédaction ici. Je l'ai rédigé là. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on dit sur 1 plus l'infini, f est continue et strictement décroissante. Donc, f réalise une bisection de 1 plus l'infini sur f de 1 plus l'infini qui est égal à moins l'infini 7. Or, 0 appartient à moins l'infini 7. Donc, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à quoi? À 1 plus l'infini. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, en résumé, on peut dire que quoi? Que quel que soit x appartenant à R, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à 1 plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien le tableau ici, on a bien traversé R, moins l'infini, moins 1. OK, moins 1, 1. Union 1 plus l'infini. Si tu prends la réunion de l'intervalle, ça va donner R. Or, l'équation f de x égale à 0 n'admet pas ici de solution, n'admet pas aussi ici de solution, mais par contre, elle admet ici une solution. Donc, ici, donc, d'une manière générale, donc, on peut dire que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc, voici la première question. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, on sait qu'on nous demandait que quoi? Montrer que quoi? Que l'équation f de x égale à 0. La deuxième question, on nous demandait de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha et que alpha là est compris entre 2 et 3. Voilà. Comment faire cette question-là? Vous allez tout simplement regarder tout en haut. Vous allez voir la question qu'on a posée. Donc, sur l'intervalle, ça est là même, on va regarder la question qu'on a posée. Voyez ici la deuxième question, de dire que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha telle que alpha est entre 2 et 3. OK? Donc, on va regarder la réponse. OK. On peut dire sur l'intervalle 1 plus l'infini, f est continue et strictement décroissante. On l'avait déjà montré tout à l'heure. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, f est continue et strictement décroissante. Donc, en particulier sur quoi? Sur l'intervalle 2 et 3 qui est entièrement inclus dans 1 plus l'infini parce que l'intervalle 2 et 3 se trouve à l'intérieur ici, à l'intérieur de cet intervalle 1 plus l'infini. Or, la fonction f est continue et strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc, elle va aussi être continue et strictement décroissante sur l'intervalle 2 et 3. Et on a
ici, f de 2 égale à 3, f de 3 égale à moins 19, ça veut dire que quoi? F de 2 fois f de 3 est comment? Est négatif. Donc, puisque f de 2 et f de 3 est négatif, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, dans ce cas-là, entre 3 et moins 3, il y a 0. Donc, ça veut dire que quoi? D'où, d'après le théorème de valeur intermédiaire, d'où alpha appartient quoi? À 2 et 3. Parce qu'on avait prouvé que quoi? L'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 1 plus l'infini et que cette solution-là même, d'une manière plus précise, se trouve entre 2 et 3. Donc, comment montrer que cette solution se trouve entre 2 et 3? Donc, parce que il suffit tout simplement de calculer f de 2 et de calculer f de 3. Si f de 2 et f de 3 sont de signes contraires, forcément 0 appartient à quoi? À l'image de l'intervalle f de 2 et 3. Donc, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à quoi? À 2 et 3. Donc, ceci met fin à l'application de cet exercice et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. N'oubliez pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification et de partager les vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine.